beaucoup, ça me fait plaisir d'être avec vous, puis un grand merci de l'invitation. Donc, j'espère que vous avez encore un tout petit peu d'énergie dans cette journée qui se finit pour m'entendre vous parler d'une seule santé. Donc, comme vous venez de l'entendre, je ne connais pas grand-chose en agriculture et surtout pas en production animale. Donc, ma formation est en médecine vétérinaire. Et puis, dans les dernières années, j'ai fait d'une seule santé mon objet de recherche. Donc, je travaille surtout sur les maladies infectieuses émergentes, les zoonoses, qui sont à l'interface de l'humain et de l'animal, mais aussi beaucoup sur la problématique grandissante de l'antibiorésistance. Donc, c'est le point commun que je nous ai trouvé aujourd'hui, puis je vais l'utiliser là, pour faire des liens pour la présentation. Donc, je voulais aborder trois petites choses avec vous aujourd'hui. Donc, une seule santé, de quoi on parle au juste? D'abord, à main levée, là, avant la journée ou la conférence d'aujourd'hui, qui avait entendu parler du concept d'une seule santé? Et qui dirait qu'ils ont une très bonne compréhension du concept d'une seule santé? Quelques mains encore. Donc, c'est bon, vous m'aiderez si jamais vous trouvez que ce que je dis n'est pas clair. Mais je vais revenir un peu sur les concepts de base, là, la définition et tout ça. Je vais essayer de vous l'illustrer avec un exemple concret, donc celui de la lutte contre l'antibiorésistance, et quelques mots sur des défis aussi de la mise en œuvre de cette approche, puis quelques opportunités peut-être à explorer, peut-être pour votre réseau, ou peut-être pour nous aussi au Gréseau, en collaboration avec vous pour le futur. Donc, quand je préparais la présentation, d'habitude, j'introduis le concept d'une seule santé en parlant de la pandémie, en parlant de l'émergence d'une nouvelle maladie qui vient du monde animal, la COVID-19. Mais en réfléchissant à votre réseau, ça m'a remis un peu dans mes souvenirs. J'essaie de me rappeler. Je n'ai pas envie de leur parler de la pandémie pour introduire le concept. Je n'ai pas envie de leur parler encore de cette maladie infectieuse qui a changé nos vies. Donc, je me suis mis à essayer de réfléchir à qu'est-ce que moi m'a amené finalement à m'intéresser à cette approche-là et à ce concept dans le cadre de mes recherches. Et puis, en fait, c'est vraiment l'usage des antibiotiques en agriculture qui m'a fait m'intéresser à une approche qui vise finalement à aborder, à comprendre, puis à trouver des solutions à des problématiques complexes. Donc, une de mes premières jobs, moi, dans la vie, quand j'ai gradué en médecine vétérinaire, donc on est au début des années 2000, ça ne m'intéressait pas tellement le concept de la pratique privée, des petits animaux, les animaux de production, être tout seul dans mon camion et me promener un peu partout. C'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Donc, une de mes premières jobs, c'était pour le programme AQC. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Donc, c'est un programme d'assurance qualité du Conseil canadien du porc. Donc, mon travail consistait à réviser des régimes pharmaceutiques qui sont utilisés dans les fermes porcines ici au Québec, en fait. C'était des dossiers papier, d'ailleurs. Vous pouvez vous imaginer à quel point ça sentait bon dans mon bureau à cette époque-là. Donc, les producteurs devaient nous fournir, en fait, au programme AQC, la liste des médicaments qu'ils utilisaient. Puis, malgré ma formation comme médecin vétérinaire, ça m'avait vraiment marqué, assez surpris de constater finalement à quel point, tout au long de la chaîne de production, en particulier en production porcine, les producteurs sont devenus assez dépendants de l'utilisation de ces outils-là, des antibiotiques pour contrôler les infections dans les productions, dans les premières semaines de vie de ces porcs, puis pour même les prévenir là, à un certain point. Donc, quand je parle d'une seule santé à mes étudiants, et j'enseigne aussi dans un contexte de santé publique, donc les étudiants en médecine vétérinaire savent, je pense, à la base qu'on donne des antibiotiques dans la moulée à des animaux en production. Mais quand je dis ça à des gens qui sortent un petit peu du domaine, notamment en santé publique, ils sont toujours très surpris de savoir que dans cette main-là, il n'y a pas seulement de la moulée pour animaux, mais il y a aussi quand même une grande quantité d'antibiotiques qui sont administrés. Donc, au début des années 2000, donc le programme AQC visait notamment à... Moi, je révisais aussi les temps de retrait. Donc, combien de temps pour tel régime pharmaceutique on doit attendre avant de mettre la viande à marché? Donc, on s'intéressait beaucoup à prévenir la présence des résidus d'antibiotiques dans les produits animaux. Maintenant, on parle beaucoup plus des gènes de résistance qui sont transmis finalement entre les différents compartiments, entre le compartiment animal, l'humain et aussi les plantes, les sols, etc. Donc ici, vous voyez un rapport qui a été publié en 2016, donc un rapport commandé par l'OMS qui nous annonçait que si on ne faisait rien, bien, finalement, l'antibiorésistance allait être la première cause de mortalité humaine, toutes causes confondues, d'ici 2050.
Donc, quand même assez surprenant, de grande envergure. On pourrait critiquer les méthodes là, utilisées dans ce rapport-là, mais disons que ça a attiré l'attention de pas mal de politiciens et de décideurs. Quand on s'intéresse au cycle de transmission, à l'épidémiologie de l'antibiorésistance, c'est là qu'on se rend compte que c'est une problématique qui est devenue extrêmement complexe. Donc, on sait que l'usage des antimicrobiens en production animale vont contribuer au développement de résistance, de bactéries résistantes chez les animaux et que ces gènes de résistance qui sont présents chez les animaux ou leurs produits peuvent aussi être transmis à l'humain et donc engendrer finalement soit des infections résistantes ou des gènes de résistance en circulation dans cet écosystème. C'est la même chose pour l'eau, le sol, et ça, c'est le domaine que vous maîtrisez mieux que moi. Donc, vous voyez bien qu'on est un peu coincé dans une espèce de cycle extrêmement complexe qui est difficile d'arrêter aujourd'hui. Puis, une des raisons pour laquelle c'est très difficile d'agir contre cette problématique, c'est pas seulement que son épidémiologie est complexe et qu'elle se transmet entre les différents compartiments, c'est qu'il y a énormément de facteurs en jeu, notamment pourquoi on a besoin d'autant d'antibiotiques, pourquoi on a besoin encore aujourd'hui, en 2023, d'antibiotiques pour prévenir et contrôler les infections en production animale. C'est notamment une conséquence directe de l'intensification de nos pratiques d'élevage. C'est difficile de contrôler finalement le développement d'infections et surtout la dissémination de maladies infectieuses au sein d'un élevage lorsqu'on est dans un élevage à haute densité animale, comme c'est le cas chez la volaille, chez le porc également. Ce qu'on constate aussi avec les usages des antimicrobiens, c'est qu'ils vont être extrêmement variables entre les pays. Donc, certains pays font mieux que d'autres. Pourquoi ça? C'est dans les pratiques, finalement. C'est dans les pratiques d'élevage. Donc, c'est possible de modifier ces pratiques, de modifier quel type d'antimicrobiens on va utiliser, mais de modifier aussi l'ensemble des pratiques d'élevage pour peut-être renforcer certaines autres mesures, des mesures de biosécurité, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a une grande complexité, finalement. On n'a pas seulement besoin de médecins vétérinaires ou de producteurs sensibilisés qui vont savoir quoi administrer pour un usage judicieux des antimicrobiens dans leur élevage. On va avoir besoin aussi de chercheurs en sciences sociales pour aller nous aider à mettre en œuvre des interventions qui vont être capables de faire la promotion de ces changements de pratiques de façon efficace. On va avoir besoin d'économistes qui vont pouvoir aussi démontrer des impacts ou non de changer certains types de pratiques, puis de trouver des solutions aussi qui vont régler finalement ces barrières-là au changement de comportement. Donc, on fait face à la complexité, puis on peut se sentir parfois immobilisé, un petit peu figé devant cette complexité parce qu'on ne sait pas par où commencer pour adresser ou pour faire face à une problématique de cette ampleur-là. Donc, je fais toujours cette citation de notre collègue Einstein qui disait, bien, on ne peut pas résoudre un problème en utilisant la même façon de penser qu'on avait quand on l'a créé. Donc, puis pour moi, c'est ça une seule santé, finalement. C'est de redéfinir comment on aborde les problématiques, finalement, pour ne pas recréer le même problème. Hein. Si je vous ramène au problème de l'antibiorésistance, bon, une démographie qui augmente, plus d'humains sur la planète Terre, on veut les nourrir, donc on intensifie nos pratiques d'élevage, tout ça est très logique. On intensifie les pratiques d'élevage, on a une grande densité d'animaux, c'est plus difficile de contrôler les infections, on donne plus d'antibiotiques, oups, on crée un problème, puis on a un problème de santé humaine qui en découle. Donc, comment on fait finalement pour prendre un pas de recul, regarder ça dans son ensemble et ne pas refaire les mêmes erreurs? Puis c'est pour moi un peu ce qu'une seule santé prône, c'est cette approche-là qui vise à prendre une problématique dans sa complexité et dans son ensemble pour le résoudre. Donc, ici, je vous donne, c'est la définition, la nouvelle définition d'une seule santé par l'Alliance quadripartite. Donc, je vais y revenir un peu plus tard, mais en fait, au début des années 2000, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, qui est l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, et l'OIE, qui est l'Organisation pour la santé animale internationale, s'étaient mis ensemble pour faire une alliance tripartite, et c'est eux qui ont vraiment fait la promotion du concept d'une seule santé. Très récemment, pendant la pandémie, l'UNEP, qui est le Programme des Nations unies pour l'environnement, s'est joint à cette alliance-là. Donc, il y a une alliance quadripartite maintenant qui fait la promotion d'une seule santé. Et ils ont redéfini, il y a eu plusieurs définitions avant cela, une seule santé comme une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes.
Donc, vous allez voir souvent, c'est l'espèce de trilogie santé animale, santé humaine, santé de l'environnement ou de l'écosystème, comme étant les 3 sphères là, qu'on cherche à préserver dans l'approche d'une seule santé. Donc, c'est le but d'une seule santé. Et comment on fait ça, finalement? Donc, d'une part, une seule santé, c'est cette reconnaissance-là de l'interdépendance entre les santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement. Et comment on l'applique, comment on la met en œuvre? Eh bien, on va travailler en intersectorialité, en interdisciplinarité. Donc, elle va mobiliser différents secteurs, disciplines, communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble et améliorer le bien-être et lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes. Donc, vous allez me dire, c'est beau tout ça, personne n'est contre la vertu, ça semble absolument logique, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est là que moi, je vois une opportunité, donc je vais un petit peu plus vite que ma propre présentation, dans le sens où, dans les 10-15 dernières années, ce mouvement, cette approche-là, c'est quand même structuré. Donc, on trouve beaucoup d'outils pour concrétiser, qu'est-ce que ça veut dire, mettre en œuvre cette approche-là collaborative, intersectorielle, transdisciplinaire. Ici, je vous donne un exemple qui est tiré d'une publication du Network for Evaluation of One Health, qui était un gros projet européen. Ils ont développé tout un guide là, pour comment évaluer des projets ou des initiatives Une seule santé. Puis moi, j'aime bien cette figure-là. Je pense que je dois avoir un pointeur, oui, qui montre un peu, bon, ça, c'est les causes. Pourquoi on veut mettre en œuvre une seule santé? C'est quoi nos raisons? Elles sont sociales, économiques, environnementales. Qu'est-ce qu'on attend d'une seule santé? De l'autre côté, on attend la durabilité, justement, une santé durable, une planète durable. On veut plus de santé, plus de bien-être, une meilleure équité interespèces. Puis peut-être vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est qu'au lieu de vouloir peut-être uniquement préserver la santé des êtres humains, on voudrait que protéger la santé animale et la santé de l'écosystème soit un but à part entière, finalement, dans cette approche-là. Donc, rééquilibrer, finalement, ces grands objectifs et une meilleure efficience et une meilleure efficacité quand on agit, quand on met en action des programmes. Donc, comment on fait ça? C'est là que ça devient intéressant, c'est ce qui est au milieu. Donc, on a besoin de redéfinir comment on travaille, donc ici, au niveau des opérations, la pensée systémique, donc comment on va travailler ensemble, définir dans différentes organisations, mais différentes disciplines aussi, des buts communs à atteindre. Comment on va travailler ensemble en transdisciplinarité, donc dans nos façons de faire et de travailler au quotidien, de mettre à l'agenda des priorités, il faut repenser un peu la façon dont on avait l'habitude de travailler en silo auparavant. Et ça, c'est vrai autant pour nos organisations publiques que nos universités, que probablement d'autres secteurs aussi. Et on a besoin d'infrastructures pour soutenir finalement cette nouvelle façon de faire, qui n'est pas totalement nouvelle, là, j'en conviens. Donc, on en fait déjà beaucoup. Vous en faites déjà beaucoup, là, je vous écoute depuis ce matin. Mais tout de même, de le concrétiser, de savoir de quoi on a besoin finalement pour soutenir ça de façon durable, je trouve que personnellement, c'est quand même aidant. Donc, vous avez parlé beaucoup ce matin de partage de données, de gouvernance de données. Bien, on a besoin de processus, de guides, de bases de données conjointes, d'harmoniser ces données-là pour pouvoir travailler à cette interface, d'une part. On a besoin de nouvelles façons d'apprendre quand on pense à nos universités, à nos programmes académiques, comment on peut mieux travailler ensemble de façon interdisciplinaire, interfacultaire aussi. Et au niveau de nos organisations, donc comment on peut institutionnaliser le plus possible ces façons de faire pour pouvoir qu'elles se maintiennent dans le temps, qu'elles ne soient pas seulement poussées par des individus qui en sont convaincus. Donc, qu'elles perdurent finalement d'une génération à l'autre. Ici, c'est le même groupe, donc très, très récemment, là, début 2023, ont publié justement aussi un nouvel article qui dit, bon, mais finalement, c'est quoi les compétences d'une seule santé que les individus doivent acquérir pour réussir à mettre en œuvre ce dont je viens de vous parler. Puis moi, je les trouve personnellement, elles me plaisent. Donc, il y a trois grandes catégories de compétences et 9 compétences en tout. Donc, tout en haut, vous voyez les aptitudes, ensuite les valeurs et les attitudes, et en bas, quelles connaissances, finalement, ça nous prend. Donc, évidemment, on parle beaucoup de
compétences dites transversales, donc la communication, comment on fait pour travailler ensemble de façon vraiment collaborative, mais aussi comment on fait pour avoir une approche systémique des problématiques. Au niveau des valeurs, on est dans la transdisciplinarité, on est dans l'équité également, et dans l'apprentissage collectif, les pratiques réflexives, comment on peut apprendre de nos erreurs. Et finalement, au niveau des connaissances, on a des modèles, comme je vous l'ai dit, des modèles théoriques qui sont en train de se développer, qu'on peut utiliser finalement pour nous aider à institutionnaliser ce concept-là. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Ça, c'est seulement un exemple, c'est une revue de la littérature de type de la portée qu'on a fait dans notre équipe à Saint-Hyacinthe, où on a regardé finalement, bon, c'était quoi les évidences qui existaient, donc les preuves scientifiques de la plus-value de la mise en œuvre de l'approche Une seule santé pour des interventions qui touchaient soit aux maladies infectieuses ou à l'antibiorésistance. On a quand même trouvé 23 études qui montraient finalement des bénéfices, puis pas seulement des bénéfices sur une meilleure prévention de risque et des meilleures santé, donc le pluriel est volontaire ici, on ne parle pas seulement de la santé humaine, mais aussi des bénéfices là, au niveau d'une réduction de coûts, d'une amélioration de la formation des étudiants, une amélioration au niveau éthique, l'encapacitation, l'empowerment en anglais, une surveillance plus efficace et même une gouvernance plus renforcée. Donc, vous pouvez aller lire les détails là, si ça vous intéresse. Donc, je reviens à mon exemple de l'antibiorésistance maintenant. Donc, comment on fait pour opérationnaliser Une seule santé? Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, le PICRA, qui est le Programme intégré canadien de surveillance de l'antibiorésistance, qui est un programme qui fait partie de l'Agence canadienne, l'Agence de la santé publique du Canada, qui, pour moi, est vraiment un excellent exemple d'un programme Une seule santé qui existe, et qui n'existe pas depuis hier, là, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, pourquoi il est si intéressant? C'est qu'il va intégrer, donc c'est un programme de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, mais qui a vraiment été pensé et conçu avec cette pensée systémique-là, Une seule santé. Donc, en haut, encore une fois, je me trompe. En haut, non. Je vais la voir. Pointeur. En haut, vous avez les données qui sont recueillies donc, au fil de la chaîne alimentaire. Donc, c'est un système qui s'intéresse à la résistance dans 3 types de bactéries, là, rapidement, des salmonelles, des campylobactères, puis des E. coli. Donc, ils vont recueillir des échantillons ou des isolats directement, soit des humains ici ou chez différentes espèces animales tout au long de la chaîne alimentaire. Donc, autant des échantillons recueillis sur des animaux malades que sains à la ferme. Donc, ils vont vraiment aller à la ferme faire de l'échantillonnage à l'abattoir, puis sur la viande vendue au détail. D'autre part, ils vont recueillir des informations sur l'usage, donc les ventes d'antimicrobiens pour usage en santé humaine, en santé animale et aussi au niveau de l'agriculture là, plus végétale. Et il y a toute une équipe qui va travailler à intégrer ces données-là. Donc, il y a une standardisation, une harmonisation qui se fait de sorte qu'on puisse faire des comparaisons et même des analyses conjointes, là, des modèles de statistiques quand même assez complexes qui permettent de faire du sens de toute cette complexité. Ici, un exemple de ce que ça donne, là, moi je l'appelle le cas du ceftiofur au Québec. Donc, le ceftiofur, c'est un antibiotique de haute importance en santé humaine. C'est une céphalosporine de 3e génération, donc qui est utilisée là, quand même pour traiter des cas d'infection grave, notamment chez les enfants. Mais cet antibiotique-là était aussi utilisé en production aviaire, là, in ovo, là, directement dans l'œuf, pour prévenir les omphalites chez les poussins, de façon régulière. Là, on injectait ça dans les œufs. Grâce au PICRA, donc, on a détecté, puis je vous explique un peu ce schéma-là. Regardez pas la ligne bleue, mais regardez la rouge et celle qui est en haut, là, qui est un vert foncé. Donc, ce que vous voyez en vert en haut, c'est les proportions d'isolats de salmonelle, c'est un des sérovars, le sérovar Heidelberg, qui sont résistants au ceftiofur. Donc, on est au-dessus de 60% là, des isolats dans la volaille. Et la ligne rouge, c'est chez l'humain. Et donc, quand on avait détecté avec le PICRA des niveaux aussi élevés de résistance, quand même significatifs, ça avait bon, évidemment été repris dans les médias. Il y avait eu aussi beaucoup de discussions avec les producteurs à cette époque-là. On est au début des années 2000. Et il y a eu un retrait volontaire. Donc, l'industrie s'est mobilisée rapidement et a dit, OK, on arrête d'utiliser le ceftiofur in ovo.
Ce qu'on a vu dans les années à venir, donc vous voyez une réduction quand même assez rapide et substantielle des niveaux de résistance chez la volaille, qui est accompagnée par une baisse de résistance des isolats retrouvés chez l'humain pour les mêmes bactéries. Cette étude-là, j'ai encore presque rien vu d'équivalent dans la littérature partout dans le monde. Donc, c'est vraiment les données générées par ce programme de surveillance là, permettent vraiment des choses qui sont très difficiles à démontrer de façon générale. Là. On parle de la corrélation vraiment entre ce qui va se passer au niveau de la résistance dans les populations animales et humaines. Donc, le PICRA, le programme du PICRA, moi je dis c'est un programme Une seule santé, pas seulement à cause du type de données qu'il intègre puis du type d'analyse qu'il est capable de faire, mais aussi au niveau de leur organisation. Donc, ils sont toute une équipe, c'est une équipe qui est interdisciplinaire. On a des vétérinaires qui vont travailler avec des épidémiologistes, des professionnels en santé publique, des pharmaciens, il y a des économistes qui travaillent avec eux maintenant également. Et ils sont en lien, donc ils ont un réseau de plus de 600 organisations ou personnes, surtout au Canada, mais aussi dans d'autres pays à travers le monde, avec qui ils vont échanger ces informations-là. Donc, au fil de ces 15 années d'existence, non seulement ils ont généré des données vraiment exceptionnelles, mais en plus, ils ont généré un système, un réseau très fort de partage de connaissances et de transfert de connaissances. Une des choses, notamment, qu'ils ont fait, puis je reviens à ma pensée systémique, c'est de collaborer avec des chercheurs en sciences sociales pour essayer de mieux comprendre, justement, ce système, le système complexe de transmission de l'antibiorésistance. Donc ici, ce que vous voyez sur la figure, c'est le modèle classique. On a de la résistance chez les animaux. Il y a deux voies de transmission vers l'humain. Soit on passe par l'alimentation, soit par contact direct avec ces animaux, puis ça contribue au fardeau, finalement, de cette résistance-là. Par contre, voici leur modèle à eux. Donc, ici, ce sont encore mes deux petites bulles de tantôt, donc résistance chez l'animal et chez l'humain. Mais ce que vous voyez, c'est tous les autres facteurs qui doivent être pris en considération si on veut faire face efficacement à la problématique. Ça inclut, donc je suis très consciente, vous ne pouvez pas lire ça, c'est beaucoup trop petit, mais des facteurs comme les fameuses pratiques, donc on doit changer certains comportements, certaines pratiques à la ferme. Le coût, c'est les coûts de la viande vendue au détail qui influencent aussi la demande. Donc les consommateurs, dans toute cette histoire-là de la lutte contre l'antibiorésistance, on doit les prendre en considération si on veut finalement de façon durable faire face à cette problématique-là. Donc, je m'arrête là pour mon exemple, puis je vais finir juste sur certains défis, certaines opportunités. Donc, j'arrive ici, puis je vous parle d'une seule santé. Peut-être que depuis le début, vous vous dites, bien, on fait déjà ça. Est-ce que c'est un concept qui est nouveau, qui est si nouveau que ça, qui est si innovant? Bien, la réponse, c'est non. C'est pas un concept qui est nouveau et qui est unique. En fait, depuis longtemps, et si on remonte dans la chaîne du temps, vous voyez là que dans toutes les sphères, donc Calvin Schwab, c'est un vétérinaire connu là, qui a écrit tout un livre sur les liens entre santé animale et santé humaine. En écologie, avec Aldo Leopold, jusqu'à William Osler, qui était en médecine. Depuis le début du 19e siècle, on a des traces très claires là, de plusieurs penseurs qui voyaient et qui faisaient la promotion d'une approche plus intersectorielle entre santé animale et santé humaine. Et même jusqu'à Hippocrate, là, considéré le père de la médecine, qui avait déjà dans ses écrits, notamment le Air, Water and Places, des évidences là, qu'il avait très bien compris que finalement l'environnement et la santé humaine étaient intimement liés. Puis qu'il n'y a pas que des hommes blancs d'un certain âge qui ont eu ces idées-là également. Quand on regarde finalement ce qui compose cette approche-là d'une seule santé, mais les perspectives autochtones de la santé sont très proches là aussi du concept, de ce qu'on essaie de prôner avec une seule santé. C'est un retour à une approche beaucoup plus holistique, une vision puis une compréhension beaucoup plus holistique du concept de santé. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? C'est que la plupart de ces problématiques-là, qui sont complexes, j'ai parlé de l'antibiorésistance, je vous ai mentionné l'émergence des maladies infectieuses d'origine animale, zoonotique, mais sont exacerbées par l'être humain. On vit dans ce qui paraît être l'anthropocène. On a des preuves maintenant très tangibles de l'intensité avec laquelle on a transformé les habitats naturels. Et tout ça a un impact, évidemment, sur cet équilibre. Donc, on a exacerbé ces problématiques.
Et donc, l'urgence de revenir à des approches plus holistiques et de plus en plus importantes. Quand je préparais la conférence, j'ai regardé très rapidement, puis encore une fois, je ne suis pas du tout une spécialiste des productions végétales, mais il y a plein de choses qui ont déjà été écrites sur cette intersection-là là, entre santé des plantes, santé végétale et une seule santé. J'ai trouvé cette publication-là là, qui décrit même quel devrait être le rôle d'un praticien, une seule santé pour une agriculture durable. Donc, encore une fois, on parle de faire ces liens entre les politiques, le public et la science, donc avoir vraiment une approche collaborative, etc. Donc, c'est des concepts dont je vous ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller les lire. Quelques défis. Vous en avez parlé déjà ce matin. Hein? Bon, il y a plusieurs experts qui disent oui, c'est bien beau tout ça, mais c'est extrêmement difficile finalement à mobiliser. Hein? Notre société, nos institutions sont construites en silos. Donc, comment on peut faire? C'est quoi les défis les plus majeurs? Donc, évidemment, là, je ne vous apprendrai rien quand on parle de partage de données. Il y a toujours des enjeux légaux. Par contre, il y a de plus en plus d'exemples de systèmes de gouvernance collaborative qu'on peut utiliser finalement, puis transposer d'un secteur d'expertise à l'autre là, comme modèle. Ensuite, bon, les silos, c'est pas facile, mais on peut trouver toutes sortes de moyens pour les transgresser. Et finalement, c'est tous les défis de l'intersectorialité quand on parle de problèmes ou de défis au niveau des communications. Hein. Chaque science a ses paradigmes, on utilise des vocabulaires différents. Donc, probablement, je ne vous apprends rien, vous avez déjà fait face à ces problématiques dans le passé. Une des opportunités pour vous, en fait pour tous, je pense, c'est qu'une seule santé, c'est vraiment une approche qui est endossée maintenant par les organisations internationales et nationales. Donc, il y a beaucoup d'organismes, je vous ai parlé de l'Alliance quadripartite tout à l'heure, qui en font vraiment la promotion. Tout récemment, il y a eu même un plan d'action conjoint de cette Alliance quadripartite qui a été mis en œuvre et qui devrait se dérouler sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, je vous invite à aller le regarder parce que c'est vraiment très concret. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire étape par étape pour renforcer cette approche, la mise en œuvre de cette approche dans nos organisations, dans nos institutions, dans nos pays, à différentes échelles également. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je voudrais juste finir en disant que ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un dessin qui a été fait lors d'une activité étudiante des étudiants de l'Université de Montréal qui ont un nouveau club étudiant Une seule santé. Eux se sont beaucoup retrouvés dans ce concept-là. Ils ont organisé une série d'activités et ils sont très... Ils voient la nécessité d'aller vers cette approche et vers ce concept. Puis, ils avaient engagé une illustratrice scientifique lors de leur événement. Je trouvais que leur image représentait vraiment très bien, en fait, ce qu'on essaye de dire avec des mots. Comment on peut... Chacun, on a notre expertise, on a notre discipline, mais c'est possible, finalement, d'être autour de la même table puis de réfléchir à des solutions conjointes. Donc, merci.